Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali, bonjour. Au sommaire, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté hier ses condoléances suite au décès du commandant de la 6e région militaire, le colonel Bettaoub Rabia. Nuit d'horreur à Raza, l'armée d'occupation s'est acharnée sur les civils, faisant plus de 60 morts en l'espace de 24 heures. Le Conseil de sécurité des droits de l'homme des Nations Unies adopte la résolution algérienne concernant la lutte contre les mines antipersonnelles. S'inspirant du modèle de la France coloniale, le Maroc a reproduit l'équivalent des lignes Chalom et Maurice sur le territoire sahraoui. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental est en visite dans les territoires sahraouis, justement. Les taxes douanières américaines sont entrées en vigueur ce samedi, plombant davantage les bourses mondiales et les cours du brut. Et puis sport football, suite de la 21e journée, avec 2 matchs au programme, CRB contre NC Magra, Mouloudia Al Bayed contre JS Saoura. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présenté hier ses sincères condoléances à la famille du commandant du secteur militaire de la wilaya de Timimoun, le colonel Bettaoub Rabia, suite à son décès, ainsi qu'au personnel de l'armée nationale populaire. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a également présenté ses condoléances en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP à la famille du défunt et à ses proches. Nuit d'horreur à Raza, comme annoncé par son Premier ministre, l'armée d'occupation sioniste a intensifié ses frappes sur la bande, donnant lieu à des scènes insoutenables, des corps de civils propulsés vers le ciel par le souffle puissant des bombes. Les services sanitaires font état de 60 morts et plus de 60 blessés durant ces dernières 24 heures. Je vous propose d'écouter le témoignage de Wissam Abou Zaid, journaliste palestinien contacté par Karima Hasnaoui. Depuis hier et jusqu'à cette heure, le ministère palestinien de la Santé affirme que les équipes médicales ont réussi à récupérer plus de 60 martyrs palestiniens, dont des femmes et des enfants, et plus de 160 blessés, lors d'une série de violents raids israéliens sur diverses zones de Rafah jusqu'à Beit Hanoun au nord. L'occupation israélienne poursuit ses incursions terrestres, en particulier dans la zone de Rafah, qui se retrouve complètement isolée à cause de l'axe militaire instauré par l'occupation israélienne. Les équipes médicales ou même les ambulances ne parviennent pas à accéder à Rafah pour porter secours aux familles sur place. Une autre région, Shajaïa, à l'est de Gaza, l'armée d'occupation prend pour cible les civils suite à l'incursion terrestre en cours. Les chars israéliens sont aux abords de cette ville. Les habitants de la ville de Raza sont difficilement joignables ce matin. Vous avez cependant réussi à joindre par mail Ziad Meddour, enseignant à l'université d'Al-Aqsa, qui vous a raconté, Karima Hasnaoui, le calvaire vécu cette nuit par la population civile. Tout à fait, Siham Bacha. Nous avons tenté de contacter le professeur de français, aujourd'hui devenu survivant au cœur de la ville de Raza, Ziad Meddour. Après plusieurs tentatives, nous avons reçu ce message. Nous sommes sous les bombes, le réseau internet est faible depuis une semaine. Ziad est depuis le début de l'agression s'est résigné à ne pas quitter sa maison, aujourd'hui devenue un refuge pour 46 civils dans sa famille et des déplacés forcés. Nous lui prêtons notre voix aujourd'hui pour lire son témoignage de la nuit dernière de terreur, plutôt de 18 mois de terreur et de massacre. Les Palestiniens de Raza sont patients, c'est vrai, mais aujourd'hui nous sommes impuissants. Nous essayons de tenir bon, mais c'est très compliqué avec les bombardements. L'armée d'occupation qui nous tire dessus sans sommation, jour et nuit, nous tue, nous extermine. Aussi les déplacements forcés, la famine, et une crise humanitaire sans précédent. Depuis le 2 mars dernier, tous les passages qui permettent à l'aide humanitaire d'arriver sont fermés. Les médicaments sont très rares et souvent périmés. Ici, il n'y a plus de laboratoire ni de pharmacie. Des milliers de malades et de blessés doivent attendre pour se faire soigner. Le 2 avril, toutes les boulangeries de la bande de Raza ont été fermées, faute de farine et du fioul. Nous avons été obligés de préparer le pain chez nous, mais c'est très difficile avec l'augmentation du prix d'un sac de farine qui dépasse les 200 € et le manque de bois. À Raza, on manque de tout. Nous vivons dans un sentiment d'inquiétude et d'angoisse et de peur, mais surtout d'impuissance continue. La population palestinienne de Raza est horrifiée, terrifiée, fatiguée. Nous manquons de tout, nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà donc le message d'un survivant razaoui à l'humanité.
Les médias occidentaux ignorent délibérément le génocide en cours à Gaza. Une simple revue de presse rapide ce matin permet de voir que le massacre de cette nuit ne figure pas justement sur les unes de la presse occidentale. Un paradoxe est constaté bien au-delà de la couverture médiatique. Tout ce qui est palestinien est passé sous silence, nous dit le journaliste belge Michel Collomb, fondateur du site d'information Investigation. Il en parle encore une fois à Kalima Hasnaoui. Imaginez si un journaliste français avait été tué, disons, par la Russie, la Chine ou le Venezuela. Eh bien, on aurait des pages et des pages, des photos touchantes, des témoignages bouleversants de sa famille, des campagnes de presse, des appels de sanctions. Et quand il s'agit de Palestiniens, rien, parfois une brève. 232 journalistes palestiniens valent moins qu'un journaliste français ou occidental. La différence entre bonnes et mauvaises victimes avait été remarquablement exprimée dans ce livre de Edward Herman et Noam Chomsky chez Investigation, chapitre 2. 232 journalistes tués dans ce génocide. Justement, c'est pour empêcher que le monde voit le génocide. On les tue parce qu'ils sont journalistes. 232, vous vous rendez compte? C'est plus que le nombre total de journalistes tués pendant les 2 guerres mondiales, les guerres de Corée, du Vietnam, Yougoslavie, Afghanistan, tout ça ensemble. Conclusion, pour obtenir et diffuser les infos importantes sur ce qui se passe, les infos dont nous avons besoin pour contrer les médias mensonges et défendre la paix, on ne pourra compter que sur nous-mêmes. Le personnel humanitaire n'est pas épargné. Le 23 mars, 15 secouristes ont été tués. Pourtant, une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'un secouriste tué avec d'autres, selon le Croissant Rouge palestinien, montre leur ambulance au signe clairement reconnaissable et gyrophare allumé avec le bruit de tirs nourris. Le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a souligné la nécessité pour les États d'agir individuellement et collectivement pour remplir leurs obligations en vertu du droit international et sauver des vies humaines en Palestine occupée. L'Union parlementaire ou interparlementaire a tenu hier sa 150e session en Ouzbékistan. Le président de l'Assemblée populaire nationale et président de l'Union interparlementaire arabe y a pris part. Brahim Bourali a appelé à intensifier justement les efforts arabes communs pour soutenir le peuple palestinien. À l'ordre du jour figurait la présentation d'un point d'urgence au nom du groupe arabe concernant la situation dans les territoires palestiniens ainsi que la publication d'une déclaration au nom du groupe arabe concernant les développements de la situation en Palestine. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté hier par consensus le projet de résolution présenté par l'Algérie sur l'impact des mines antipersonnelles sur la jouissance de tous les droits de l'homme à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation contre les mines antipersonnelles. L'Algérie a réussi à œuvrer et à rassembler le Conseil autour de cette question cruciale. Voici les propos de Rachid Baladhan, représentant permanent de l'Algérie. Monsieur le Président, dans l'élaboration de ce projet de résolution, le Core Group peut fièrement prétendre avoir adopté une approche constructive, inclusive et transparente. Nous avons mené des consultations ouvertes et engageantes avec toutes les délégations afin de garantir que cette initiative bénéficie d'un large soutien. Notre volonté est de rassembler le Conseil autour de cette question cruciale qui transcende les considérations politiques et appelle une mobilisation collective et solidaire. Le combat contre les mines antipersonnelles est un combat pour les droits de l'homme. Il ne peut être mené efficacement que dans le cadre d'une coopération internationale avec un engagement politique fort et des actions concrètes. En ce 4 avril, journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines, nous exprimons nos remerciements à tous les coparrains sur ce projet de résolution que nous voulons un vif hommage aux victimes et survivants des mines antipersonnelles. Ne les oublions pas. Les mines antipersonnelles sont parmi les pires crimes coloniaux commis par l'armée française en Algérie. Depuis l'indépendance, l'Algérie a déminé 62 000 hectares et éliminé plus de 9 millions de bombes, selon Messoud Hadimi, avocat et spécialiste du dossier. L'Algérie a hérité 6 mines antipersonnelles de l'ère coloniale. C'est la France qui a implanté des mines antipersonnelles sur nos frontières est et ouest, les lignes Charles et Maurice. L'Algérie a commencé à déminer un déminage mécanique depuis 1963 jusqu'à 1968. L'Algérie a pu déminer à peu près 8 millions de mines antipersonnelles et le reste, c'est l'armée nationale populaire qui a déminé le reste des mines antipersonnelles. La France a implanté à peu près 1,3 de mines antipersonnelles par rapport à la population algérienne en 1962. Le pourcentage il est élevé par rapport à la population des wilayas des frontières.
Le Maroc s'est inspiré de la France coloniale en répliquant les lignes Charles et Maurice et en disséminant des millions de bombes sur le territoire sahraoui. Témoignage du Mouahid Aïssa Qasmi. Je crois que ce problème de mines antipersonnelles qui ont été semées par la France coloniale sur le territoire algérien, et évidemment les Marocains ont suivi le même exemple du colonialisme français qui ont semé aussi, d'après les informations, c'est des milliers de bombes qui ont tué des gens et qui tuent encore des gens. Je crois que le Makhzan marocain n'a pas appris les leçons de l'histoire parce que les mines antipersonnelles qui sont sous terre, ils explosent aujourd'hui, demain, après-demain. Donc c'est un danger permanent pour la région. Les propos de Messoud Hadimi et de Issa Qasmi ont été recueillis par Smaïl Mimouni ce matin au forum du quotidien El Moudjahed. Et Stéphane de Mistura est en visite ce vendredi dans les camps de réfugiés sahraouis où il devra rencontrer les autorités sahraouies dans une tentative visant à relancer le processus du règlement politique de la question du Sahara occidental. L'envoyé spécial et personnel onusien pour le Sahara occidental avant la séance de briefing à huis clos à cette visite de l'envoyé spécial avant la séance de briefing à huis clos qu'il aura présenté devant le Conseil de sécurité à la mi-avril sur les derniers développements enregistrés dans ce territoire occupé. Une grande partie des produits que les États-Unis importent du reste du monde sont visés depuis ce samedi par des droits de douane additionnels de 10%. Une déflagration pour le commerce mondial qui doit s'amplifier dans les jours qui suivent. Ce plancher universel de 10% dans certains produits sont exemptés s'additionne aux taxes douanières qui existaient au préalable. Pékin a répliqué en annonçant des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains. La sonnette d'alarme est tirée par le président de la Banque centrale américaine, la Fed, qui reconnaît que la situation économique se traduit par par la croissance qui sera faible, l'inflation et le chômage aux États-Unis. Les effets des taxes ont fait chuter les indices boursiers. Hakima Kamal. Alors, objectif, on pourra dire peut-être atteint à l'avenir. Il s'agit bien d'une reconfiguration de l'économie mondiale qui est en démarrage. Les taux de douane supplémentaires annoncés par l'administration américaine sur l'ensemble des économies du monde, en tête de liste, le plus fort taux appliqué. Et sur la Chine, ces taxes ont engendré une perturbation des indices boursiers. Les grandes multinationales verront donc leurs bénéfices stagner, leurs projections d'investissement, leurs échanges commerciaux perturbés, et c'est le début de la récession. Le fondement des marchés boursiers est de donner des indices de performance des économies essentiellement détenues par les multinationales, celles qui achètent, vendent des matières premières, des produits financiers, des titres, des actions. En général, leurs bénéfices sont tirés par la spéculation qui est devenue instaurée comme un vrai métier. Alors, les bourses en chute libre. La bourse de Milan, de Suisse, de Paris, de Wall Street, qui gère des indices de performance des multinationales. On peut citer par exemple le CAC 40 à Paris, le Dow Jones, qui est l'indice des entreprises américaines, le Nasdaq, qui est l'indice de performance des entreprises technologiques et d'autres indices également des bourses. Cette chute est alimentée en fait par l'absence de projection, par l'incertitude du comportement des marchés, qu'est-ce qu'il faut acheter, à quel prix faut-il acheter, comment revendre et surtout quel bénéfice avoir. Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a rencontré le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au sommet sur le handicap qui se déroule en Allemagne. Tedros Adhanom Ghebreyesus a félicité l'Algérie pour les efforts déployés dans le continent africain en termes de vaccination et de soutien aux infrastructures sanitaires. L'université de Constantine III, l'université Salah Boubnider, abrite en ce moment une grande compétition centrée sur l'innovation en matière d'intelligence artificielle et de robotique. Un tournoi national prometteur qui sélectionnera les meilleurs qui participeront à la compétition internationale qui se déroulera au Qatar. Hayat Karboua. C'est une grande compétition dédiée aux enfants et aux jeunes dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique, un événement organisé par la Technopole de l'Université 3, un des plus grands campus d'Afrique, un lieu propice à l'innovation. Écoutons Bouba Boucher, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération et des échanges à l'Université Salah Boubnider. Ce tournoi national est le fruit des efforts inouïs fournis par des jeunes ambitieux durant plusieurs mois d'entraînement
par des coachs spécialistes pour mettre à l'épreuve 445 candidats venant de 15 wilayas, regroupés en 166 équipes distribuées selon plusieurs trajectoires et également l'âge, pour développer sciemment les compétences des jeunes dans le domaine de l'intelligence artificielle et la robotique. Les candidats exposeront leurs projets de robots conçus par leurs soins et des programmes intelligents variés dans le cadre de l'action entrepreneuriale. À la fin de cette compétition, 24 équipes composées de 72 lauréats auront l'opportunité de participer aux qualifications internationales qui auront lieu le 16 et 17 mai au Qatar. Et nous espérons les voir à la finale pour honorer notre pays. Encourager l'esprit d'invention et de création est une des conditions pour préparer l'avenir du pays, dont les jeunes sont la substance et le moteur. Constantine Hayat Kerboua, Alger 3. L'Algérie a déposé récemment un dossier auprès de l'UNESCO pour inscrire le bijou et la robe kabyle au patrimoine immatériel. Le bijou kabyle est l'expression d'une culture et d'un savoir-faire ancestral. Sida Ali Fares. Le bijou kabyle traditionnel est fait à la main, fabriqué avec soin à partir de matériaux de haute qualité. Un accessoire qui vient agrémenter une tenue. Djamel Ogal, artisan bijoutier. Ce métier de bijoutier s'est transmis de père en fils pour tenir les deux côtés, côté maternel, côté paternel. Comment vous réalisez vos bijoux? On fait le façonnage, on découpe les fils suivant les modèles, la plaque aussi, on fait le lavage, on fait le émaillage. La dernière étape, c'est qu'on fait le corail et puis la finition. Présentez-nous les pièces importantes du bijou kabyle. Ça, c'est le diadème, c'est l'ornement de la tête, un chevaux, la ziba, ici se porte au cou, et puis il y a la broche fibule, il y a un vzim d'oro qui se porte sur la tête, il y a un vzim, c'est-à-dire la fibule qui se porte avec un collier en bois, un collier bois, c'est-à-dire un amulette qui a la robe kabyle de deux côtés, et il y a la broche ronde, c'est vzim. Il y a aussi des bracelets, un msiez, et il y a aussi le khalkhal. Ça fait quoi que le bijou kabyle va être inscrit dans le patrimoine mondial de l'humanité? C'est une reconnaissance premièrement du bijou kabyle et de notre patrimoine et de notre richesse identitaire. Ça préserve notre culture et ça nous aide à perpétuer notre métier ancestral, à le faire connaître. Un métier transmis de génération en génération et officiellement soumis à l'UNESCO pour l'inscrire sur le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. Alors, suite de la 21e journée de Ligue 1 avec 2 matchs cet après-midi. Ça va commencer à partir de 16h avec cette rencontre entre le Mouloudia d'Al-Bayad et la JS Saoura. Le Mouloudia d'Al-Bayad qui reste sur une belle qualification en demi-finale de la Coupe d'Algérie. Et à 17h au Nelson Mandela Stadium, une rencontre qui se jouera à huis clos. Le Shabab Riyadi de WZ qui affrontera la lanterne rouge du championnat, le NC Magra. Et cette 21e journée qui avait débuté hier avec 3 matchs au programme. La JS Kabylie qui est allée s'imposer à Khenchla 1-0. Le Mouloudia d'Oran qui a battu le Parado Athletic Club 2-0. Et pas de vainqueur entre l'US Biskra et l'Espérance de Mostaganem. 0 partout. 3 matchs ont été reportés pour cette 20e journée pour cause de participation du Mouloudia d'Alger, du CS Constantine et de l'USM Alger dans les compétitions continentales. La Ligue 2. La Ligue 2 avec le déroulement de la 25e journée dans le groupe Centre-Ouest. Le leader, l'Étoile sportive de Ben Aknoun, qui affrontera en déplacement l'Azm d'Oran. Son poursuivant direct, le RC Kouba, qui compte 5 points de retard, affrontera le Mouloudia de Saïda. Et dans le groupe Centre-Est, le leader, le MB Ruisset, qui jouera à l'extérieur face au NRB Tlarma. Et son poursuivant direct, l'USM El Harash, qui compte 2 points seulement de retard, sera également en déplacement face à l'US Chaouia. C'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Segni. Merci de votre attention. Merci également à Klimo qui était à la technique, Mariam à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.